Pour la Fondation Copernic, qui s'est créée il y a 20 ans pour remettre à l'endroit ce que le libéralisme met à l'envers, les débats de cette journée sont tout à fait essentiels parce qu'ils nous aident à combattre une société où domine l'idée qu'au fond, le marché capitaliste est indépassable. À combattre un système de marchandisation débridée, où la perception qu'on a de la richesse, de la valeur des biens produits, est obnubilée par la représentation marchande. On finit par avoir l'impression que ce qui n'est pas payant est sans valeur. Il faut lutter pied à pied contre les évidences des économistes libéraux, contre l'amalgame entre les notions de coût, de prix et de valeur que vient de manière très brillante de démonter Laurence dans son intervention précédente, de lutter contre l'idée que tout se paye, contre l'idéologie de la concurrence, du profit maximum. Il nous faut retrouver la capacité d'imaginer un autre monde, de donner des perspectives collectives qui puissent s'appliquer à toute la société, qui sont basées sur d'autres valeurs, et de donner dès maintenant, dans nos combats d'aujourd'hui, à voir comment on peut construire une société émancipée où, comme le disait un autre intervenant ce matin, chacune, chacun agit selon ses moyens, ses facultés, ses capacités, et où chacune et chacun a ce qu'il lui faut pour ses besoins essentiels. Pour combattre pour une telle société, la promotion d'une gratuité construite de biens et de services essentiels est un moyen, parce qu'elle permet de montrer concrètement, à partir des besoins de la population, comment on peut avancer. Je vais essayer d'aborder une ou deux questions sur les problèmes qui peuvent se poser quand on met en place la gratuité, parce que tout n'est pas si simple, en réalité. Tout le monde l'a dit, la gratuité d'émancipation qu'on propose, qu'on promouvoit, n'est pas la charité, hein, c'est une démarche politique qui s'inscrit dans une logique de solidarité. À minima, elle permet la réduction des inégalités, mais son objectif, c'est d'avancer vers l'égalité sociale. La réduction des inégalités, c'est une chose tout à fait positive. Elle existe dès lors que chacune et chacun, quels que soient ses niveaux de revenus, peut accéder librement à des biens, grâce à la gratuité. Mais cette réduction des inégalités n'existe qu'à la condition que le financement de ces biens mis à disposition librement se fasse d'une manière qui ne favorise pas les catégories les plus aisées. Si on prend des impôts comme la TVA, qui sont des impôts parfaitement inégaux, comment dirais-je, inégalitaires, il va de soi que l'effet de la réduction des inégalités est largement diminué par l'utilisation, pour payer la gratuité, le service d'accès libre, disons, sous cette forme-là, est réalisé par des impôts qui sont déséquilibrés au profit des plus riches. Comme quoi, tout n'est pas si simple. Si on avance, réduire les inégalités, c'est tout à fait positif. Mais construire l'égalité sociale, c'est un objectif beaucoup plus ambitieux. Mais l'égalité sociale, elle n'est pas atteinte naturellement et mécaniquement par la gratuité. Ce qui est clair, c'est que ce qui contribue à avancer vers cet objectif d'égalité sociale, c'est que la gratuité ne soit pas donnée, mais soit une construction collective, le résultat d'une mise en commun démocratique. Prenons l'exemple de la gratuité des transports qui a été abordée plusieurs fois. Si on fait la gratuité des transports en commun pour des lignes qui sont utilisables pour les horaires de travail et d'études, c'est très bien, ça permet de diminuer le coût des transports, mais ça ne change pas la vie. Hein ? Ça n'a pas la même fonction qu'une gratuité des transports en commun qui est organisée pour pouvoir vivre et travailler, et étudier, mais aussi se distraire, avoir toutes sortes d'activités, et qui n'est pas encore la même gratuité que celle où on cherche à créer des transports en commun pour éviter qu'il y ait des voitures
qu'on ait besoin d'une voiture pour vivre dans la ville. Donc la façon dont se construit la gratuité est aussi importante que l'accès libre. Hein. L'accès libre à quoi? Pourquoi faire? Qui répond à quel besoin? Donc il faut se poser toutes ces questions pour que la gratuité ait un effet d'émancipation. D'autant que l'histoire nous dit que des régimes autoritaires et dictatoriaux ont institué des gratuités de nombre de services avec la volonté de s'assurer un minimum de légitimité. Hein, c'était une forme de contrepartie à l'arbitraire, à l'absence de liberté, voire à un système de clientélisme ou de favoritisme, hein, qui a permis à certains régimes autoritaires de maintenir leur position hégémonique. D'autres systèmes politiques plus démocratiques, on en a discuté sur la sécurité sociale tout à l'heure, ont instauré ou développé la gratuité, mais avec une volonté d'obtenir la paix sociale. C'est-à-dire qu'il y avait des compromis, du coup. Alors évidemment, l'accès gratuit à l'école, par exemple, évidemment, améliore la situation matérielle et culturelle des populations. Mais elle a aussi une autre fonction dans la façon dont elle s'est mise en place. Hein. C'est de maintenir le pouvoir en intégrant socialement les classes sociales dangereuses, hein, le prolétariat, la classe ouvrière dans le capitalisme, etc. C'est-à-dire qu'en mettant en place l'école pour tous, les filles, ça a été après, c'était aussi un moyen d'intégrer la classe ouvrière et d'en limiter la puissance revendicative. Autrement dit, quand on défend l'idée de la gratuité, il faut qu'on défende une idée d'une gratuité qui aille vers l'émancipation. Parce que la gratuité d'un bien ou sa jouissance n'est pas obligatoirement l'aboutissement d'une démocratie effective. Hein? Mais c'est évident que si la gratuité n'est pas l'apanage de la démocratie, il n'y a pas possibilité de démocratie réelle dans une société sans que l'ensemble des éléments essentiels à la vie soient structurés par des services de type service public et d'une gratuité visant à l'émancipation. Alors, pour que les biens et les services acquièrent un sens de bien commun, il faut qu'ils soient décidés et appropriés par toutes et tous, qu'ils soient le produit d'actes démocratiques, tant dans la période préalable d'information et de discussion, que dans la période où on prend des décisions, que dans la période où ça se réalise et où il faut le contrôler. Il faut donc, pour construire cette gratuité, avoir des débats qui permettent, des débats démocratiques, hein, sur quelle gratuité, quelle étendue, quel champ géographique. Il faut faire vivre les controverses. Il faut prendre le moyen de donner les moyens à ce que des débats démocratiques, prenant en compte l'ensemble des données, puissent exister. Bon, l'invention démocratique, elle peut avoir un champ différent selon qu'on discute de est-ce qu'il faut conserver les centrales nucléaires pour produire de l'électricité ou mettre en place une formation de transport en commun dans telle zone. Il faut qu'il y ait des formes de démocratie entre les formes institutionnelles, la représentation d'en bas, qui mélangent tout ça, qui s'articulent, hein, qui doit être pensée avec une formation et information des citoyens. Et de ce fait, il ne peut pas y avoir de démocratie réelle sans égalité civique. Il y a donc un lien direct pour que la démocratie mette en place une véritable gratuité qui aille vers l'émancipation de la société. Il faut qu'il y ait une combinaison entre l'égalité sociale et l'égalité civique pour contrer efficacement l'idée que l'évolution du monde est inéluctable. C'est pourquoi il nous faut bien réfléchir à ce que la gratuité qu'on promeut, la gratuité d'émancipation, est essentielle. Parce qu'à chaque fois qu'on rogne de l'espace, de la puissance au libéralisme, à la tendance à la privatisation, au règne de l'argent, on permet à l'histoire de s'ouvrir à nouveau, on crée de l'espoir pour une société émancipée. Merci.